Le forum de l'investissement de l'Organisation de la coopération islamique se tiendra du 2 au 4 décembre prochain à Bamako. L'heure est aux préparatifs pour la bonne réussite de cet événement qui regroupera près de 700 participants. La première réunion du comité de pilotage de cette activité s'est tenue hier et elle était présidée par le chef du gouvernement à suivre. Des leaders d'associations de personnes vivant avec un handicap renforcent leur capacité en matière de plaidoyer pour une amélioration du cadre juridique relatif aux droits des personnes handicapées. Une session de 3 jours organisée conjointement par l'ONG ASDAP et l'UNFPA. Reportage à suivre. Samedi 25 octobre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience une délégation russe avec à sa tête le directeur de la coordination et des opérations des capitaux africains. La bonne nouvelle à l'issue de cette audience, c'est la livraison prochaine au Mali de produits stratégiques comme le pétrole, l'engrais et le blé. Il s'agit d'une fourniture mensuelle de 160 000 à 200 000 tonnes de produits pétroliers et agricoles. La dite audience a également permis de faire le point sur l'état d'avancement du projet de la future raffinerie d'or dont la première pierre avait été posée par le chef de l'État. Pour plus de précision, écoutez le directeur de la coordination et des opérations des capitaux africains. Il est au micro de Tamsir Diabati. Наша миссия здесь – это обсудить вопросы. Le but de notre visite ici, c'est de trouver des mécanismes, livrer les produits pétroliers, engrais et du blé dans le cadre de notre coopération entre nos deux pays. Le Mali, c'est un pays stratégique et donc le développement de relations entre nos deux pays, c'est un point focus, enfin, un point clé pour notre pays. On est en train de travailler avec le ministère des Finances et de Mines sur ces questions. On s'attend à une quantité environ entre 160 et 200 000 tonnes mensuelles. Tout d'abord, c'est l'Afrique, c'est surtout le Mali. Donc c'est un pays ami, c'est un pays avec qui on développe un partenariat stratégique. C'est un pays allié de la Russie dans le cadre de développement de nos relations, mais aussi c'est aussi par le passé de notre pays, donc de l'Union soviétique. Donc nous sommes on a vu l'audience avec Monsieur le Président de la Transition. On a fait le compte rendu de l'état d'avancement de développement de ce projet. On a tenu cette semaine, deux réunions de travail avec le nouveau membre du conseil d'administrateurs qui était désigné par l'État. Je peux dire qu'on est en train de très bien s'avancer dans le futur et le mois prochain il y aura une visite de toute la délégation russe en entier avec tous les administrateurs. On va tenir notre premier conseil d'administration officiel ici. Je vous le disais en titre, du 2 au 4 décembre 2025, Bamako abritera le forum de l'investissement de l'Organisation de la coopération islamique pour la bonne organisation et la réussite de cet événement d'importance capitale qui regroupera près de 700 participants. Le gouvernement entend tout mettre en œuvre. C'est pourquoi une commission nationale d'organisation a été mise en place depuis mai 2025. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a d'ailleurs présidé hier la première réunion du comité de pilotage de cette activité. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir le point des préparatifs de ce forum. Plus de détails dans ce reportage de Mamari Koné et Aliou Touré. Cette réunion inaugurale du comité de pilotage présidé par le Premier ministre fait le point des préparatifs du forum de l'investissement de l'Organisation de la coopération islamique. Une rencontre prévue à Bamako du 2 au 4 décembre 2025. Créé par décret en date du 6 mai 2025, le comité de pilotage est chargé de donner les orientations stratégiques du forum et de superviser son organisation en coordination avec les autorités de l'Organisation de la coopération islamique. Notre pays, en acceptant le choix porté sur lui lors de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, tenue à Yaoundé les 29 et 30 août 2024 pour accueillir la première édition du forum en 2025, sur le thème, je cite, « Libérer le potentiel de l'investissement de l'Afrique », fin de citation,
se doit de gagner le pari du succès de l'organisation du dit forum. C'est pourquoi j'en appelle à l'engagement sans faille des membres du gouvernement ainsi qu'à l'abnégation et l'efficacité des membres des différents organes mis en place pour l'organisation de ce forum, afin que le nom de notre pays soit écrit en lettres d'or et pour l'éternité comme le pays ayant le plus réussi l'organisation du forum de l'investissement de l'OCI. Je tiens fermement car pendant ce forum, notre pays sera la vitrine du monde, un lieu de donner et de recevoir et un carrefour mondial de l'investissement, du climat des affaires, des finances et de l'économie. Au sein de la Commission nationale d'organisation travaillent 6 sous-commissions. Chaque sous-commission a fait le point des activités menées. Le forum est organisé conjointement par notre pays et le Centre islamique pour le développement du commerce sous la coordination du secrétariat général de l'OCI en collaboration avec le groupe de la Banque islamique de développement. Mes vives félicitations à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce et à l'ensemble de l'équipe technique qui l'accompagne pour le travail abattu et les résultats enregistrés par les organes techniques depuis leur création. Je les exhorte à maintenir le cap afin que notre pays soit plébiscité et félicité par plus de 700 participants de la première édition du Forum de l'investissement de l'Organisation de la coopération islamique prévu ici à Bamako du 2 au 4 décembre 2025. Ce forum, faut-il le rappeler, représente une opportunité diplomatique, économique et géopolitique majeure pour notre pays. Il devrait favoriser la concrétisation de projets intégrateurs dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, l'agro-industrie, l'énergie, les mines, les TIC, la santé et le tourisme. Je vous l'annonçais également en titre, c'est pour une amélioration du cadre juridique relatif aux droits des personnes handicapées que des leaders d'associations de personnes vivant avec un handicap ont suivi une formation de 3 jours, un atelier de formation conjointement organisé par l'ONG ASDAP et l'UNFPA. Reportage Sokona Kamisogo. Parmi les défis auxquels s'attaque la Fédération des personnes vivant avec un handicap figure l'inégalité socio-économique qui frappe notamment les personnes handicapées. Pour ce faire, l'ONG ASDAP et l'UNFPA ont initié cette session de formation au bénéfice des leaders des associations des personnes vivant avec un handicap. La Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006 a fait progresser les droits de cette cible par la mise en place de la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et son décret d'application. Ces acquis, force est de reconnaître leur application dans différents domaines et sur tout le territoire national, demandent encore une mobilisation et une vigilance de la part des personnes handicapées elles-mêmes et leurs alliés afin que l'objectif 2030 de laisser personne de côté ne soit un simple slogan. Cette session de 3 jours a pour but d'offrir aux bénéficiaires de nouvelles opportunités devant contribuer à améliorer le cadre juridique, celui relatif à la protection de leurs droits. Cette formation vise essentiellement à donner des informations, à former les gens par rapport à tout ce qui concerne le handicap et la situation des personnes handicapées au Mali. Donc, notamment la vulgarisation de la convention liée à la droit des personnes handicapées. Nous avons déjà eu une première formation, ça c'est la deuxième, et elle permettra vraiment d'atteindre les objectifs du projet. Cette formation en plaidoyer et en leadership s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet de renforcement de l'accès équitable aux services socio-sanitaires pour les personnes vivant avec un handicap. Fin de cycle de la 6e promotion du système LMD de la Faculté des sciences économiques et de gestion FSEG. Elle porte le nom de Feu Abdoulaye Ouaïgalou. Il était professeur d'économie à la dite faculté. Retrouvons Sokona Kamisoro pour le compte-rendu de cette cérémonie. Après les études, la recherche de l'emploi, un nouveau défi qui commence pour les 2300 sortants de la Faculté des sciences économiques et de gestion qui viennent de recevoir leur parchemin. Ces jeunes se sont spécialisés dans plusieurs domaines, à savoir la finance, les ressources humaines, l'entrepreneuriat, le marketing ou encore la logistique. Ils constituent la 6e promotion de la faculté. Les récipiendaires décident de porter le nom de Feu Abdoulaye Ouaïgalou. Cet ancien professeur de l'économie de la dite faculté s'est distingué par son sens élevé du devoir et son professionnalisme.
Il réussit une brillante scolarité et obtient une bourse d'excellence pour l'ex-URSS en 1946. À son retour, il réussit avec brio au concours d'entrée de la fonction publique comme assistant à l'ENSEN ENA de Bamako, devenu plus tard EFSEC. Depuis 2001, il n'a cessé d'exercer avec passion le métier d'enseignant au grand bonheur de ses étudiants, dont la reconnaissance apparaît à travers la présente consécration. Dieu merci, voilà, diplômé. Donc on remercie nos parents et puis on remercie le décanat et le ministère de l'enseignement supérieur aussi pour leurs efforts et leur encouragement. Placée sous le thème « La jeunesse au cœur du développement économique et de l'innovation », cette cérémonie de sortie de promotion a été mise à profit par les responsables de l'établissement et autres personnalités pour prodiguer des conseils aux lauréats. Quand on voit ces produits finis sortir, c'est vraiment un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui. Les choix du thème « La jeunesse au cœur du développement et de l'innovation ». La jeunesse, c'est l'espoir de tout un pays. C'est la jeunesse qui est au centre de toutes les activités, de toutes les innovations, de tous les progrès. À la coordination des femmes leaders de l'AES, nous croyons profondément que le développement durable de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur, mais de la synergie entre les forces et la jeunesse. C'est pourquoi nous encourageons, soutenons et accompagnons toutes les initiatives qui placent la jeunesse au centre de la transformation économique. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'assistance a eu droit à une manifestation artistique et culturelle, de quoi donner un cachet particulier à une cérémonie qui récompense les efforts des hommes et des femmes pendant des années. Autant pour moi. À présent, je vous donne lecture de ce communiqué. La Fondation SAER informe ses partenaires et le public que la soirée gala couplée au Téléthon initialement prévue ce samedi 25 octobre 2025 à Azalaï Hotel Bamako ex-Salam est reportée à une date ultérieure. La Fondation SAER s'est comptée sur la bonne compréhension de tous, signé Ali Guindo, le directeur exécutif. Clôture de la dernière session budgétaire ordinaire du Conseil régional de Koulikoro au titre de l'année 2025, une session consacrée au projet du budget primitif au compte de l'exercice 2026 qui se chiffre à plus de 14 milliards de francs CFA. Au cours des 2 jours de session, un débat public a été initié afin de faire une restitution avec l'ensemble des acteurs concernés par le sujet. Reportage Adama Traouri. Le budget primitif au titre de l'année 2026 du Conseil régional de Koulikoro s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. Un budget qui a été soumis à l'approbation du public lors d'une session de restitution publique. Un exercice qui se veut démocratique et transparent dans la gestion du bien public. Le budget 2026 que nous allons présenter s'inscrit dans la continuité des actions engagées pour améliorer les services sociaux de base, renforcer la gouvernance locale et promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes. Le débat public sur le budget est un exercice de responsabilité collective. Je vous invite à y participer activement dans un esprit d'ouverture et de rigueur afin d'enrichir le projet de budget soumis et à faire du budget primitif 2026 un véritable instrument de développement pour la région de Koulikoro. La deuxième journée de cette session, la dernière de l'année 2025, a été consacrée à l'amendement des points inscrits à son ordre du jour. Il s'agit de l'examen et l'adoption du projet de budget primitif exercice 2026, d'orientation du droit de tirage anicité, de la fixation du montant de l'indemnité journalière de la commission ad hoc et divers. Les points portant sur la fixation des montants annuels de contribution au fonds social a été ajourné. Ce budget est un budget équilibré en recettes et en dépenses. Et nous osons croire que le Conseil régional, dans les jours, mois et années à venir, pourrait vraiment faire des dépenses très réalistes. Ce budget a vu une nette progression par rapport à celui de l'année écoulée. La session s'est achevée par une prière à l'endroit du président du conseil régional de Ségou.
Les opérations de révision des listes électorales lancées le 1er octobre dernier se poursuivront jusqu'au 31. Encore quelques jours pour vous mettre à jour si vous ne l'avez pas encore fait en 3e région pour s'assurer du bon déroulement du processus. Madame le gouverneur, accompagnée des membres de son cabinet, a rendu visite à la commission administrative chargée de la supervision des listes électorales. Constat, les opérations se déroulent normalement, mais l'engouement de la population reste faible. Reportage Yorubala Diabati. Lancé le 1er octobre dernier, les opérations de révision des listes électorales se poursuivent normalement à la mairie de la commune urbaine de Sikasso. La commission administrative chargée de la révision des listes électorales a enregistré 60 transferts, 88 radiations, 1718 validations, 139 enrôlements et 82 renouvellements. C'est pour s'assurer du bon déroulement du processus que la chef de l'exécutif régional a rendu une visite de travail à la commission administrative. Le constat que nous faisons, c'est qu'il y a vraiment moins d'engouement autour de cette opération. Des difficultés sont posées, des problèmes sont posés auxquels nous allons vite trouver des solutions pour les permettre d'avancer au mieux. Pour avoir des élections fiables, crédibles, il faut vraiment venir d'abord faire cette opération et se faire enrôler et faire des transferts, faire des validations et aussi se faire enregistrer. Malgré les campagnes de sensibilisation, l'engouement de la population autour du processus reste faible. À ceci s'ajoutent d'autres difficultés. On a rencontré quelques difficultés, nous avons soumis ça aux autorités. Dieu merci, le problème de fiche d'enrôlement a été réglé. Donc, mais il y a un problème de validation avec les listes Diakora qu'on leur a posé. On n'a pas trouvé de solution à ça pour le moment. Les opérations de validation, de transfert, de radiation, c'est du 1er octobre au 31 octobre. À part ça, bon, la révision continue jusqu'en décembre, mais il y a d'autres phases. Les autorités régionales invitent les électeurs à se présenter dans les centres prévus à cet effet afin d'accomplir leurs opérations de révision dans les meilleurs délais. Santé infantile à présent, la campagne d'administration de masse d'azithromycine chez les enfants de 1 à 59 mois est officiellement lancée dans la région de Kidal. La campagne a été lancée au CSCOM du quartier Aliou en présence du représentant du gouverneur de la 8e région. Reportage Sungalo Doumbia et Moussa Sanotogo. Lancement de la campagne d'administration des masses d'azithromycine chez les enfants de 1 à 59 mois dans la région de Kidal. Cette campagne s'inscrit dans un contexte où la santé infantile demeure une priorité nationale. L'administration d'azithromycine chez les enfants contribue à leur survie. Des chiffres montrent que dans nos zones sahéliennes, les infections respiratoires aiguës, les diarrhées et la malnutrition restent les principales causes de mortalité chez les enfants. C'est pourquoi la stratégie retenue est la distribution semestrielle d'azithromycine. Elle est non seulement pertinente, mais aussi fondée sur des preuves scientifiques solides. Il est à souligner que 11 821 enfants âgés de 1 à 59 mois du district sanitaire de Kidal bénéficieront de cette administration d'azithromycine pendant 4 jours. Le lancement de cette campagne témoigne la volonté politique du ministère de la Santé et du Développement social d'assurer une plus grande équité en matière d'offres de soins de santé pour tous les enfants du Mali, où qu'ils se trouvent sur le territoire, et quels que soient également les obstacles liés à l'accès aux soins. Cette campagne va se faire de porte à porte pour atteindre le plus grand nombre de cibles, et des équipes de santé communautaire sont formées et mobilisées pour le bon déroulement de cette campagne.
À Burundi, c'est la campagne spéciale de vaccination et de marquage des petits ruminants qui est lancée. Durant 3 mois que dure cette opération, plus d'1 million de bêtes seront protégées contre la peste dans la région. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan mondial d'éradication de la peste d'ici à 2030. Une campagne rendue possible grâce au financement de la Banque mondiale et du gouvernement malien à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2. Reportage Agali Agissa et Djibril Bagayo. L'élevage est un secteur clé dans le développement du Mali, un pays agro-silvo-pastoral. C'est pourquoi il est important de promouvoir la santé animale pour le bien-être des populations et la croissance économique. Cette campagne spéciale de vaccination et de marquage des petits ruminants contre la peste s'inscrit dans ce cadre. Il s'agit de l'éradication de cette maladie. Pour rappel, en 2015, il y a eu une conférence internationale à Abidjan. C'est à la suite de cette conférence qu'une stratégie mondiale d'éradication de la peste des petits ruminants a été adoptée. Donc après, il a été demandé à chaque pays d'élaborer un plan national stratégique par rapport à l'éradication de cette maladie à l'horizon 2030. Donc le Mali est dans cette dynamique. À Bougouni, c'est la formation des acteurs qui a donné le ton aux activités qui s'étendront sur 3 mois. Ce premier acte vise à édifier les mandataires sur les procédures de vaccination et de marquage d'animaux. Au cours de cette campagne, 15 millions de têtes de petits ruminants seront vaccinées et marquées dans toutes les régions du pays, dont 1 293 734 têtes d'ovins caprins dans notre région. Cette opération, gratuite et obligatoire, mobilisera l'ensemble des services vétérinaires publics et privés, les autorités administratives, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles d'éleveurs. Cette campagne de vaccination et de marquage des petits ruminants contre la peste est rendue possible grâce à l'accompagnement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, un projet financé par la Banque mondiale et le gouvernement malien. Mois d'octobre, mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. À Ségou, les autorités régionales ont rendu visite à certaines personnes âgées de la ville auxquelles elles ont remis des cadeaux pour magnifier l'entraide et la solidarité. Reportage Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Pour le lancement de la 30e édition du mois de la solidarité à Ségou, ce sont cérémonies protocolaires et visites aux personnes âgées de la ville, avec le thème national « Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive ». Les autorités régionales, avec ce thème, célèbrent l'entraide, une de nos valeurs cardinales. Ce mois voulu par les plus hautes autorités de notre pays rappelle à chaque Malienne et à chaque Malien que la solidarité est le socle de la nation. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos parrains. M. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, et M. Ibrahima Doukouré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Ségou, pour leur engagement constant aux côtés des populations de notre région. Après la cérémonie de lancement, place à la visite aux 2 personnes les plus âgées de Ségou. Mariam Samake, âgée de 106 ans au quartier Dar-Salam, et Tidjani Chiro, âgée de 90 ans au quartier Somono. À celle-ci, les autorités ont remis des kits alimentaires et non alimentaires, plus des enveloppes symboliques. À cette célébration de la solidarité, les parents y voient plus qu'une volonté, une obligation morale. Cela est l'aspiration de tout bon citoyen. Aujourd'hui, c'est notre tour à le faire selon nos capacités. Nous ferons autant tant que nous en serons sollicités. C'est aussi une valeur qui nous commande à agir envers les plus nécessités pour leur apporter tout notre soutien, toute notre solidarité. Mais aussi, il s'agit aussi de les regarder pas avec l'œil de la compassion, mais d'avoir plus d'inclusion envers ces personnes. Des bénédictions sont formulées par les personnes âgées pour un Mali plus solidaire et paisible.
40 femmes ambassadrices de la culture sont formées et sensibilisées sur la conservation et la protection du patrimoine culturel à Tombouctou. Il s'agit de renforcer leurs capacités et responsabilités dans la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel. Un atelier organisé par la mission culturelle de Tombouctou en collaboration avec l'UNESCO. Reportage Idrissa Goulou Sissoko. Conservation et la protection du patrimoine culturel. Objectif, à renforcer leurs compétences techniques et opérationnelles sur la connaissance du patrimoine culturel, leur rôle et responsabilité dans la sauvegarde et la protection. C'est un des programmes prévus dans le cadre des réparations consécutives à l'affaire Ahmed El Faki. Donc il y a des réparations collectives. On a prévu de former 40 femmes ambassadrices du patrimoine culturel. Donc ça cadre bien avec toutes les activités qu'on est en train de faire. 2 jours durant, elles ont été outillées sur le patrimoine culturel matériel et immatériel de Tombouctou, avec un accent sur le bien culturel de Tombouctou inscrit sur la liste du patrimoine mondial dans son ensemble et les enjeux et défis liés à sa gestion et à sa conservation. Histoire et patrimoine de Tombouctou avec les grandes figures féminines et les bonnes pratiques endogènes de conservation et de sauvegarde du patrimoine culturel de Tombouctou, entre autres. C'est une ville, au fait, par rapport à l'objectif de cet atelier, qui a une histoire que les femmes ont toujours su préserver. À Tombouctou, ici, les femmes ne sont pas seulement les héritières du patrimoine, elles en sont également les architectes que j'appelle silencieuses. Et elles ont transmis des savoirs, conservé les manuscrits, ça on l'oublie souvent, protégé les traditions et maintenu vivantes les pratiques culturelles, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Vous avez été choisi pour cette formation en raison de votre rattachement familial aux personnes et à un mausolée, à une bibliothèque de manuscrits, à une association culturelle, ou en raison de votre engagement ou passion personnelle pour la culture. Je vous exhorte donc à suivre attentivement les modules qui vous seront démultipliés afin de pouvoir sensibiliser, accompagner, transmettre et valoriser le patrimoine culturel de Tombouctou. Il faut dire que ce projet de formation rentre dans le cadre de l'ordonnance de réparation rendue par la Cour pénale internationale dans l'affaire Ahmad Al-Faki Al-Madi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.